Objectif long terme, aujourd'hui on parle retraite et business. Ils sont deux à répondre à mes questions. Avec nous tout d'abord un habitué du plateau, le directeur général délégué de Oradea Vie, Frédéric Coin. Frédéric, bonjour. Bonjour Jean-François. C'est un nouveau venu sur notre plateau et peut-être aussi un nouveau venu dans le monde justement de la distribution externe. C'est Nicolas Fleuriot, le directeur du développement et marketing de l'UMR. Bonjour Nicolas. Bonjour Jean-François. Allez, je commence avec vous. Donc je dis nouveau venu. Vous nous dites déjà quelques mots l'UMR. Oui, alors nouveau venu, j'ai bien fait de venir parce que nouveau venu, oui, on a eu une mise en marché le mois dernier, mais ça fait 20 ans que l'UMR existe. Nous sommes aujourd'hui une société à mission, filiale du groupe Vive, spécialisée sur l'activité retraite individuelle supplémentaire. On ne fait que ça, et donc ce qui nous donne une bonne spécialisation pour nos 371 000 adhérents et nous gérons 10 milliards d'euros. Alors, groupe Vive, c'est-à-dire groupe mutualiste, vous avez une caractéristique, vous êtes aussi une société à mission ? Absolument. Société à mission, voilà, qui permet avec l'ambition d'apporter l'épargne retraite au plus grand nombre, de contribuer aux évolutions environnementales et sociétales, contribuer à une épargne responsable, ça on y tient depuis plus de 10 ans, contribuer au mieux vivre demain, ça veut dire accompagner les Français dans leur préparation à la retraite, dès jour 1, si possible, et puis contribuer par les investissements, les choix d'investissement, effectivement, à ces transitions. Alors, vous faisiez référence tout à l'heure à une actualité récente chez vous, le lancement, c'était d'ailleurs là où on s'était vu, c'était à l'hôtel Picasso, lors du lancement du Perrin de placement direct. Jusqu'à présent, le marché de la distribution, les assureurs qui sortaient de leur propre réseau pour aller construire des produits avec des tiers, il y avait Oradea, il y avait Suravenir, il y avait Generali. Vous rentrez dans ce marché-là désormais ? Alors, la loi Pacte, effectivement, a permis d'accélérer ce développement, mais on est dans un modèle de multidistribution depuis l'origine, donc avec une gamme de PER en point, de PER multi-support. Donc, on est concepteur et assureur pour tous les segments de marché, du grand public au patrimonial, pour tout type de distributeur, ce qui nous donne une vision large des dynamiques du marché. Ok. Frédéric Coin, le point sur Oradea. Donc vous, on vous connaît par un certain nombre de partenariats, notamment ce qui a été fait avec Primonial, avec un fonds infrastructure notamment sur lequel vous aviez été en pointe sur le marché. De nouveaux partenariats récents ? Alors déjà, Oradea, donc effectivement, c'est la compagnie d'assurance vie du groupe Société Générale Assurance dédiée au partenariat et tout particulièrement pour ce qui nous concerne aux plateformes de conseil en gestion de patrimoine indépendants. Pas uniquement, mais très largement. Et effectivement, sur la base pour parler épargne retraite et PER, sur la base de nos trois premiers PER qui ont été lancés en 2019, 2020 et 2021, alors respectivement notre paire lignage qui est le standard pour tous nos partenaires qui n'ont pas un produit dédié, puis effectivement Primopair avec Primonial et enfin Matelas avec Boursorama en 2021. Donc sur cette base-là, on continue à se développer avec le lancement qui s'est effectué en fin de mois dernier. Début, on était en novembre, donc courant octobre avec Odo, donc un nouveau PER avec Odo, qui est un autre de nos grands partenaires, et également lancement avec UAF d'un Perrin qui vient de se faire. Donc 2 Perrins supplémentaires. Ok, petit point d'activité, je dirais, on est début novembre, donc on a une assez bonne vision de ce qui s'est passé sur l'année, même si on sait que sur la partie retraite, le dernier trimestre est très important. Comment se passe 2023 pour Oradea ? Bon, toujours très forte croissance sur nos Perrins, donc avec nos 3 Perrins historiques, tout particulièrement une très belle dynamique sur Boursorama, mais pas uniquement. Et d'une manière générale, donc une croissance de nos encours qui est toujours supérieure à celle du marché, qui pourtant va vite. Et pour ce qui nous concerne, avec nos distributeurs, on rentre là vraiment dans la période clé pour la collecte sur les PER, puisque novembre-décembre sont vraiment les 2 mois de pic d'activité dans cette activité pour nous. Nicolas Fleuriot, si on fait le point sur l'activité de l'UMR en 2023, donc spécialisée sur la retraite. Voilà, et puis effectivement, donc une belle année, stimulée certainement par la réforme des retraites, enfin les débats qui ont ajouté dans la prise de conscience de l'enjeu de préparer sa retraite. On le voit et on arrive même à intéresser des jeunes. On a nos distributeurs MGN, pour pas le nommer, à une moyenne d'âge de souscription de 31 ans. Donc c'est
c'est tout à fait intéressant. En fait, ils comprennent le message qu'il faut lisser l'effort d'épargne dans la durée. On arrive effectivement dans le moment clé de l'année. On le voit notamment sur nos distributeurs patrimoniaux comme La Place ou comme Mesquert, où on a une forte saisonnalité sur la fin de l'année. Donc, on devrait avoir une belle année au final. Question, je me tourne vers vous, parce que vous ne faites que de la retraite. Chez Oradea, il y a à la fois de la retraite et de l'assurance vie. J'aime bien tous les mois décortiquer les chiffres de France Assureur en disant France Assureur nous annonce des chiffres globaux pour l'assurance vie, mais l'assurance vie c'est tout, c'est la bonne vieille assurance vie qu'on souscrivait en simple épargne, c'est le contrat de capi qu'on va proposer à une entreprise, c'est les anciens 39-83, c'est les périns, et donc tous les mois je m'amuse à retraiter les stats de France Assureur en retirant la partie épargne retraite nouvelle qui est liée à la loi Pacte. Et je me dis que finalement, l'assurance vie traditionnelle est en perte de vitesse et que le relais de croissance semble être très clairement l'épargne retraite. Est-ce que vous partagez ce sentiment, Frédéric Coin ? Bon, alors, perte de vitesse, je dirais pas ça. C'est d'ailleurs pas ce qu'on constate nous chez Oradea. Par contre, que le PER, le PER1, soit sur une vraie dynamique, ça c'est un fait, c'est une certitude, ça se voit dans les chiffres. Je ne crois pas qu'il faille opposer une assurance vie dite ça, c'est le drame des journalistes. De vitesse, voilà, avec un père qui serait la martingale de l'avenir. Non, par contre, c'est vrai que ça répond à un besoin. C'est vrai que le produit est encore récent, donc il y a aussi une dynamique naturelle de croissance liée à son succès et à son caractère récent. Mais je reste convaincu que l'assurance vie est un très bon placement pour les clients de nos partenaires. Ok, je parlais des chiffres il y a de cela quelques instants de France Assureur. Il y en a un autre qui a publié des chiffres, c'est le ministre de l'économie et des finances qui nous a fait un bilan de la loi Pacte pour nous donner quelques éléments. Le bilan, il est, comme souvent dans les bilans, ça dépend comment on vend le verre. Il est bon en termes de souscripteurs puisque c'est nettement supérieur à ce qui était prévu. Il est moins bon en termes d'encours puisque la barre des 300 milliards n'est pas éteinte. Mais en revanche, il y a un truc qui est évident quand on regarde les chiffres qui ont été publiés par le ministère, c'est que la formule qui l'emporte très clairement au-dessus des autres, c'est la formule individuelle, c'est le PER1. Alors, vous êtes tous les deux à ne pas faire de la collective ni de l'épargne salariale, donc vous allez peut-être avoir un regard un peu biaisé, mais pour autant, je vous pose la question, pourquoi, à votre sens, c'est le PER1 qui s'est distingué dans l'offre simplifiée où il y avait quand même 3 compartiments? Nicolas Fleuriot. Alors, le PER1, déjà, juste pour resituer, on voit qu'il y a un besoin retraite des Français. Et d'ailleurs, c'est le deuxième motif d'épargne après l'épargne de précaution. Donc après, la palette est large. On a évoqué quelques supports. Le livret A arrive dans certains sondages en numéro 1. Et donc aujourd'hui, on a un paradoxe en France, c'est de vouloir gérer le long terme de la retraite avec des produits très, très court terme. Donc on a un enjeu effectivement de segmentation et que chaque produit puisse répondre et peut-être soit plus différencié. Donc le PER1, un bon succès de par son horizon, je pense, long terme, de par sa gestion pilotée à horizon, qui effectivement donne des éléments de rassurance. Et on voit que sur nos segments, notamment avec Harmonie Mutuelle et un public de TNS, beaucoup de versements programmés, c'est plus de 90%. Donc on voit que c'est des publics qui ont des grands besoins de retraite et que le PER1 offre la souplesse de gestion, la souplesse en sortie, et en lissant les points d'entrée sur le marché, ils y trouvent beaucoup d'atouts. Frédéric Coin, pourquoi? Est-ce que finalement, parce qu'on dit souvent quand on fait de l'épargne comme ça, sur ces natures d'épargne, que finalement l'épargne collective, elle est plus facile, parce que en fait, on a un décideur en face qui lui-même va distribuer sur l'ensemble de ses salariés, donc c'est plus facile et que c'est plus fonction de rapporter des encours. Là, c'est pas ce qu'on a vu. C'est finalement parce que la décision individuelle est finalement plus simple. C'est ce que j'allais effectivement vous dire. En matière d'épargne, la décision individuelle reste quelque chose d'important. Il ne faut pas oublier également le conseil, l'intermédiation par des conseillers en gestion de patrimoine ou par des réseaux dans d'autres cas plus traditionnels de banque ou autres. Donc cette dimension conseil, je pense, pèse également beaucoup et est importante pour nos clients. Bon, et puis le
le Perrin est un bon produit. Nicolas l'a rappelé, à la fois souple, avec différentes options à la sortie, avec un range de placement, de support à l'intérieur qui est souvent très riche. Donc, on a matière là à répondre à l'ensemble des besoins des clients. Frédéric, si je vous fais les matchs journalistiques qu'on adore... Je m'attends. Non, mais en fait, des Perrins, en réalité, il y en a deux. Il y a le Perrin assurantiel et il y a le Perrin compte-titre. Et là-dessus, quand on regarde les résultats, il n'y a pas de match, puisque grosso modo, il y a pas de très peu de Perrin compte-titre sur la place. C'est la victoire écrasante de la partie assurantielle. Écoutez, il faut croire que, et on en revient au point précédent, que l'assurance a encore de beaux jours devant elle, j'en suis en tout cas convaincu. L'enveloppe d'assurance offre un certain nombre d'avantages. Bon, et étant assureur, je vais pas vous dire le contraire, effectivement. Notamment les avantages successoraux. Notamment successoraux. On va essayer de re-rentrer dans les détails des marchés et des sous-marchés. La caractéristique de ce lancement avec la loi Pacte, c'était la possibilité de transférer des anciennes formules jusqu'à une certaine date. Aujourd'hui, est-ce que vous avez constaté que le Perrin, c'était plus un marché de flux ou un marché de transfert? Alors pour ce qui nous concerne, chez Oradea, on a évidemment, je dis évidemment, je pense que, vous venez de le dire, c'est le cas, les transferts nourrissent beaucoup. Donc, mais évidemment, au début, quand on a lancé nos PER, on a eu des flux de transferts relativement importants par rapport à la collecte. Mais ce qu'on voit, c'est que progressivement, les flux entrants nouveaux versus transferts se deviennent plus importants que... D'accord, donc on est en train d'avoir un retournement du... Pour ce qui nous concerne, c'est clairement le cas. Et il y a eu, dans les PER que nous avons lancés 2019-2020, essentiellement, on a eu effectivement cet effet, probablement aussi de nouveautés, qui a conduit à des transferts assez importants. Ça a plutôt tendance, chez nous, à se ralentir. Nicolas Fleuriot, le sentiment chez UMR? Je partage le constat. Les chiffres 2022, c'est à peu près moitié-moitié. Donc on voit que l'afflux de transferts s'estompe mais reste significatif. Je pense qu'il n'est pas terminé parce que le réservoir, entre guillemets... Donc vous dites encore aux distributeurs, il y a encore des potentialités d'aller chercher des choses? Oui, absolument. Mais après, un transfert sec, entre guillemets, ça a peu d'intérêt. Un transfert, c'est un projet retraite qui vit, on va chez un nouveau distributeur, un nouvel assureur, c'est parce que voilà, il a des atouts à faire valoir, et donc ce PER doit continuer à être alimenté. Donc le transfert, c'est le début d'une histoire ou la suite d'une histoire. Vous avez mis en place les procédures de transfert, ça fait toujours un peu peur en se disant, mais on va avoir son argent, on ne sait pas combien de temps ça va mettre, etc. Il y a des procédures qui ont été mises en place chez vous pour... Oui, et vous avez raison, c'est un irritant aujourd'hui sur le marché. Donc nous, très vite, on a digitalisé cette partie-là pour que dès la souscription, ça soit facile pour le conseiller. On a mis en place des procédures, des contacts entre assureurs. C'est pas qu'une question de procédure, mais aussi de relations. Et aujourd'hui, effectivement, on arrive à tenir les délais réglementaires, et donc pour la grande satisfaction des clients et des conseillers distributeurs. On vient de dire qu'il y avait donc un rééquilibrage des transferts et des flux, avec des flux qui soient montants. Je voudrais maintenant, là encore, toujours essayer de segmenter les clientèles et de voir à qui véritablement on arrive à bien vendre ces produits. Est-ce que le Perrin, c'est un marché de la retraite ou c'est un marché de la défiscalisation, Frédéric? Je suis désolé, ça tombe pour vous. Je dirais les deux. Mais il est bien évident que l'avantage fiscal est un facteur de décision important pour nos clients. Et par ailleurs, nous sommes positionnés principalement sur le marché patrimonial avec des distributeurs, donc conseillers en gestion de patrimoine indépendants, des plateformes. Et donc, la dimension fiscale, évidemment, a son importance. Mais malgré tout, c'est bien les deux. On est bien sur un placement de long terme pour préparer sa retraite avec un projet derrière adapté et des placements adaptés. Donc les deux sont importants. Sur notre marché, évidemment, la dimension fiscale compte. Alors,
j'imagine que quand vous êtes allé sur le marché, entre guillemets, des patrimoniaux avec placement direct, vous aviez ça en tête. Moi, j'ai retenu tout à l'heure, vous m'avez donné un chiffre, vous m'avez dit 31 ans. Ouais. C'était de mémoire à la MGEN ou l'âge moyen des souscripteurs. Vous dites quoi? Je reprends sur votre société à mission tout à l'heure et sur ce que vous m'avez dit. Vous dites que ça doit être un marché de l'épargne, un marché de la retraite ou un marché de la défiscalisation? Frédéric, c'est les deux. Et nos distributeurs patrimoniaux, on se rejoint bien dans la réponse et on voit bien la saisonnalité. Alors, je vais poser ma question différemment. Pour les plus jeunes, on voit que les Français ont un enjeu de préparation, tous, quel que soit leur taux d'imposition, et que il faut commencer au plus tôt parce que c'est la force de la capitalisation. Et donc, voilà, ça ne... Mais est-ce que cette prise de conscience au niveau des Français, elle se fait ou elle se fait pas? Parce qu'à la rigueur, si on prend le bilan du ministre, je le disais tout à l'heure, bon chiffre au niveau du nombre de souscripteurs, pas bon chiffre au niveau des encours parce qu'on n'est pas aux 300 milliards. Et puis, il y avait quand même un troisième sujet qui n'était pas adressé dans les stades du ministre, c'était la prise de conscience des Français pour gérer la problématique retraite de manière individuelle, et qu'on ne soit pas en train de se dire que tout allait reposer et sur la résidence principale et sur les régimes par répartition. Est-ce que vous avez le sentiment que cette prise de conscience de la population se fait ou pas? Elle se fait, elle est grandissante, mais elle est encore insuffisante. Et c'est pour ça qu'on est sur un marché où la prescription compte beaucoup. Prescription déjà de l'entourage familial, de l'entourage professionnel, et puis des professionnels qui vont proposer ces produits. Votre sentiment, Frédéric, sur ce point-là? Je rejoins effectivement la prise de conscience. On le voit également dans le succès des chiffres qu'on a rappelé au début de cette émission. Donc on voit bien que ça fonctionne, qu'il y a une prise de conscience, mais il reste encore énormément à faire. Vous voyez monter en puissance, par exemple, tout ce qui est versement régulier par rapport au versement one-shot? Parce que là, on a attaqué l'émission, on a tous dit... On va pas se voiler la face. On se dit, on fait une émission aujourd'hui, au mois de novembre, parce qu'on sait que les 2 derniers mois sont importants en termes de collecte. Les 2 derniers mois en termes de collecte, c'est des gens qui pensent beaucoup défiscalisation, bien plus que simplement retraite, parce que ils savent que le compteur se termine le 31 décembre et que toutes les opérations non enregistrées avant le 31 décembre ne seront pas prises en compte dans la déclaration de l'année prochaine. Donc, est-ce que tout à l'heure, vous nous avez dit montée en puissance des transferts, baisse des transferts, montée en puissance des flux. Est-ce que dans les flux, vous voyez des flux plus réguliers qui apparaissent ou pas encore? Alors oui. Pour ce qui nous concerne sur les PER qui sont distribués par des plateformes de conseillers en gestion de patrimoine indépendants, c'est aux alentours d'un tiers seulement de versements programmés sur les PER. Donc on peut considérer que c'est encore faible. Alors on peut voir la bouteille à moitié vide, à moitié pleine. C'est quand même 30%. C'est pas suffisant, manifestement. Et notamment parce que, effectivement, je rejoins Nicolas, le lissage dans le temps, démarrer tôt, c'est la capitalisation. Ça permet aussi de lisser les impacts de marché, etc. Donc c'est sain pour le client de le faire. Par contre, quand on regarde un PER avec une clientèle un peu différente, donc Matelas avec Bourse-Banque, on voit que les versements programmés représentent en pourcentage un volume beaucoup plus important. On est significativement au-dessus de 50%. Donc ça dépend aussi du profil de clientèle et très probablement aussi du distributeur, de la façon dont le produit est vendu. Et probablement qu'à ce niveau-là, il y a une évolution en cours qui est plus importante à réaliser, à faire sur le marché du patrimoine. Ok. Nicolas? Et je dirais même dans tous les marchés que le PER trouve sa place. Aujourd'hui, on a un sujet d'offre. Le PER, c'est un sujet d'offre et on parlera peut-être de ce qui soulèvera le capot. Mais c'est aussi un sujet de distribution. Et il y a 2 titres. Distribution qui trouve sa place dans les stratégies commerciales. Et donc que ce soit dans des mutuelles qui font de la diversification de santé, prévoyance vers retraite, ou chez des distributeurs patrimoniaux, où sa place dans une gestion patrimoniale globale pour diversifier, optimiser la fiscalité, protéger les proches, on y parlait, jouer aussi sur la transmission. Bien, tout ça doit se penser et ensuite descendre dans les démarches de vente. Et voilà, on est encore sur ces sujets. Je voudrais, on voit tout un tas d'éléments positifs, les différents marchés, la défiscalisation, les jeunes, les versements réguliers, tout ça, c'est des éléments qui plaident là-dessus. Par définition, mon rôle est de jouer à l'empêcheur de tourner en rond. Donc, je voudrais vous poser un certain nombre de questions qui pourraient être des freins que pourraient avoir les Français sur ce genre de produit. La première question, Nicolas, elle est pour vous. Est-ce que la peur qu'il y a sur les retraites est un bon argument de vente pour vous ou pas? Le fait qu'on fasse flipper les gens en leur disant « vous savez pas ce qui va vous arriver et donc il faut souscrire ». Alors, déjà, reconnaissons que cette peur, cette inquiétude sur les retraites, elle est réelle, elle est mesurée, elle est légitime.
Par contre, je pense qu'on ne peut pas s'appuyer que là-dessus. Donc, on peut calculer des taux de remplacement et montrer qu'effectivement, il y a des baisses de revenus. Il y a aussi des ajustements de dépenses. Mais je vais vous poser la question, parce que vous travaillez notamment avec une clientèle de fonctionnaires qui ont, entre guillemets, en termes de retraite, la plus grande des visibilités par rapport aux actifs du secteur privé qui ont des moyennes dans tous les sens. Et donc, il faut avoir fait Polytechnique pour savoir combien on va toucher en attendant la prochaine réforme. Est-ce que les fonctionnaires qui ont une bonne visibilité et qui sont pour certains considérés comme étant bien traités en régime de retraite ont tendance à plus ou moins épargner pour leur retraite que le reste de la population? Alors, c'est une population qui a effectivement une lisibilité et qui retrouve dans le PER en points une lisibilité également. Ok, Frédéric, la peur, bon argument de vente? Bon, il ne s'agit pas de faire peur. Non, il ne s'agit pas de faire peur, Jean-François. Il s'agit d'expliquer effectivement qu'il est important de préparer un complément de revenu pour sa retraite pour des raisons évidentes qu'on connaît tous, qui est que avec les évolutions démographiques, nos systèmes de retraite par répartition vont devoir évoluer, être réformés, et que ça n'ira probablement pas dans le sens d'une amélioration de la pension au moment de partir pour les gens qui sont aujourd'hui actifs. Il ne s'agit pas de faire peur, il s'agit de dire que tout ça se prépare, en plus, avec un système de répartition à la française qui est un excellent système et qui doit être complété par une épargne individuelle à côté. Ouais, et on voit que épargne et assurance, en fait, se conjuguent très bien. Et le PER, finalement, réunit ces deux mondes. Et on voudrait avoir une vision, et ça c'est aussi notre fibre société à mission, positive, finalement, de la retraite. C'est une seconde vie. Donc, accompagner les Français, voilà, ça répond à leur attente. Et on voit que ceux qui préparent, et là, on a fait une étude, nous, sur 3200 personnes, on a un écart de 20 points entre ceux qui ont ouvert un PER et ceux qui ne l'ont pas dans la projection positive à la retraite. Donc, ça veut dire que j'ai ouvert un PER, j'ai commencé, j'ai fait un pas, parce que finalement, c'est un arc à plusieurs cordes, immobilier, autres produits, on l'évoquait, mais aussi PER. Et ben, le fait d'avoir fait un pas, ça, on gagne en sérénité. Allez, je mets maintenant la suite de mes sujets irritants. Encore pour moi? Désolé. Non, mais ça sera pour tous les deux. L'inflation. L'inflation, quand il n'y avait pas d'inflation, on n'avait aucune difficulté de se projeter sur le futur parce que on se disait que quand on épargnait, on gagnait du pouvoir d'achat. Quand il y a de l'inflation, on se dit que on peut potentiellement perdre du pouvoir d'achat en épargnant pour le futur et que de fait, ça pourrait entraîner une préférence pour le présent. Est-ce que c'est une inquiétude que vous avez ou pas? Bon, fondamentalement, effectivement, l'inflation n'est pas favorable à l'épargnant. C'est historiquement démontré. Donc, je rejoins, c'est pas forcément la meilleure nouvelle. Cela étant dit, justement parce que les épargnants ou les personnes qui ont en tête de préparer au mieux leur retraite savent que l'inflation peut écorner leur revenu ou leur épargne au bout du compte. Ce qu'on constate souvent, c'est un phénomène d'ajustement de son effort d'épargne pour prendre en considération l'impact négatif de l'inflation sur on va dire le pouvoir d'achat de l'épargne à l'horizon recherché par l'épargnant. Il peut être effectivement contrecarré à court terme par un besoin de consommation et d'ajustement de la consommation, mais on constate ça dans la théorie économique, on constate ça de façon assez générale, et c'est d'autant plus fort en période d'incertitude. On ne peut pas dire que la période actuelle soit particulièrement sereine, quel que soit de quel côté on porte le regard. Donc, c'est aussi un facteur qui pousse les épargnants à adapter leur effort d'épargne, et particulièrement quand ils le font dans la durée, pour améliorer leur pouvoir d'achat d'épargne à l'horizon de temps qui est leur. Nicolas, question sur le Perrin et sur la loi Industrie verte qui a créé un nouveau produit pour les jeunes et de ce fait, le gouvernement dit le Perrin pour les mineurs terminé. Ça vous inquiète ou ça vous inquiète pas? Alors, on ne le proposait pas. Néanmoins, ça avait effectivement une vertu effectivement de mettre le pied à l'étrier des jeunes générations, et notamment pour l'acquisition de la résidence principale. Ceci étant, voilà, si de mineurs, si dès 18 ans ou dès l'entrée, dès jour 1 de sa vie professionnelle, ils ouvrent un PER, c'est une bonne chose, et puis ça nous redit l'importance de la prescription intergénérationnelle pour démarrer. Est-ce que, justement, puisque vous parlez de prescription, est-ce qu'il y a un fait déclencheur ou est-ce que le marché de l'épargne retraite est compliqué
en l'absence de frais déclencheurs? Oui, c'est amusant, parce qu'en fait, c'est un des marchés atypiques dans l'assurance. L'auto, c'est obligatoire, la maison, la santé, tout le monde visualise bien l'enjeu de s'assurer. Je connais très peu de gens qui se soient levés ce matin en disant avant ce soir, j'aurais fait quelque chose pour ma retraite. Alors peut-être s'ils ont reçu leur RIS, le relevé individuel de situation à 35 ans, ils vont dire allez, il faut faire quelque chose. Mais donc il y a besoin d'un petit coup de pouce. Frédéric, le Perrin pour les enfants, faut souscrire de toute urgence tant qu'on y est. Non, il faut toujours faire un bon conseil, c'est la clé, et avoir un projet. Objectivement, pour nous non plus, alors on pouvait en faire, mais de façon relativement marginale, et pour nous non plus, on n'est pas au cœur de la cible de clientèle. Ok, on vient de parler du marché, je voudrais qu'on regarde maintenant un peu les produits, et je voudrais avoir... Le Perrin, c'est quand même un produit qui est très largement écrit par la loi, notamment avec une gestion pilotée qui est définie par les textes. Nicolas, comment on arrive à se différencier sur un produit qui, a priori, est très standardisé? Eh bien, on se différencie d'ailleurs. Un Perrin, c'est une offre financière. Donc là, déjà, un large champ s'ouvre en termes de classe d'actifs. Les actions, les obligations, mais aussi l'immobilier, mais aussi le private equity, mais aussi les produits structurés. Donc l'offre financière est large. Ensuite, on a tout ce qui est garantie et options, et on a tout ce qui est services digitaux. Donc on voit que, et d'ailleurs, pour rebondir sur le titre de l'émission, on voit bien que les distributeurs, ils croient à ce marché. On a plus de 110 PER aujourd'hui, et c'est pas fini. Et pourquoi ? Parce que finalement, le PER, il offre des marges de différenciation, des marges de personnalisation. Et donc, voilà, c'est pour ça que nous, UMR, on évolue précisément sur ce marché et on a un savoir-faire reconnu pour co-construire des PER sur mesure pour les distributeurs. Frédéric, comment on se différencie ? Alors, je ne voudrais pas laisser le monopole de la co-construction, parce que c'est effectivement dans notre ADN également chez Oradea depuis plus de 20 ans de co-construire des produits avec nos partenaires, et c'est vrai aussi pour les PER. La différenciation, je crois que c'est, pour ce qui nous concerne, extrêmement important, et évidemment il y a l'offre financière, je rejoins totalement ce qui a été dit, la complétude de l'offre, la richesse de l'offre, surtout pour un placement qui est un placement de long terme, qui est même un placement encore plus long en moyenne que l'assurance vie. Donc, il est important d'avoir une gamme très diversifiée de supports et des supports qui répondent à ce besoin de long terme. Le private equity en fait partie, l'immobilier, les actions. Juste, vous me dites ça, private equity, immobilier, actions, il va falloir qu'on fasse preuve de vigilance à réorienter les actifs vers ce type de support, notamment dans un environnement inflationniste. Alors, oui, mais d'une manière générale, il est important et sain pour un client dans une vision de long terme d'investir sur ce genre d'actifs et pour progressivement, à l'approche de sa retraite, se désensibiliser. Il y a des gestions pilotées faites pour ça dans les PER, ou le conseil si c'est de la gestion libre, mais pour progressivement se désensibiliser à l'approche du moment où il aura besoin de son épargne. Donc, offre financière. Premier volet, okay. Offre financière. Un autre volet extrêmement important, le service, qui pour moi est intrinsèquement lié au digital. La qualité de service est vraiment aujourd'hui, à mon sens, liée à la capacité que nous avons à faire des PER avec nos distributeurs, des PER digitaux. Et pour ce qui nous concerne chez Oradea, on ne lance plus de PER s'ils ne sont pas intégralement digitalisé dès le... Intégralement digitalisé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire de la souscription à l'arbitrage, à tout signature, avec vision pour le conseiller, vision pour le client. Tout à fait. Grosso modo, la feuille de papier que j'ai devant moi, ça n'existe plus ? De A à Z, effectivement, avec des flux de surcroît, des flux sans interruption derrière, pas de rupture de flux, et donc pas de rupture dans la chaîne de qualité du traitement d'une opération entre l'ordre du client et le traitement par les équipes. Tout à l'heure, vous parliez de services. Il y a des services hors digital que vous travaillez ? Oui, on évoquait un des premiers services, c'est le transfert. Finalement, c'est le début quand il y en a un. Mais la qualité d'accompagnement, je pense que c'est aussi un point essentiel parce que finalement, la retraite, c'est le temps long. Notre plus vieille adhérente, elle a 110 ans. Elle touche sa retraite depuis l'âge de 55 ans. C'est une ancienne institutrice. Alors vous allez me dire, ça c'est une exception. Mais on a quand même plus de 18 000 adhérents qui ont un contrat depuis 50 ans. Donc, cet horizon long qui permet d'aller chercher de la performance d'ailleurs, c'est aussi pour les distributeurs un potentiel de multi-équipement et de fidélisation important. Et ce temps, il faut l'animer, il faut entretenir la flamme dans la durée. Et donc, la qualité de conseil sur les moments de vie,
En gros, tous les 10 ans, quand même, le rapport à la retraite change. Et c'est là où il y a besoin du conseil avisé des distributeurs. Question. Ouais. Pardon. Mais ce qui n'est pas contradictoire avec la volonté de digitaliser. Les deux sont parfaitement complémentaires. Et il est évidemment important d'avoir régulièrement le conseil de son intermédiaire, de son conseiller en gestion de patrimoine. Et c'est pas du tout contradictoire avec le digital. Réponse très rapide. Maintenant, je voudrais qu'on parle du fonds en euros. La réglementation impose de cantonner les fonds en euros. Il y a plusieurs approches, le cantonnement traditionnel ou le statut de FRPS. Chez l'UMR, vous avez fait quel choix? FRPS. Chez Sogecap, vous avez fait quel choix? Oradea. Chez Oradea, pardon. On a fait le choix du cantonnement. Pourquoi? Pour une question de complexité de mise en œuvre et donc de coût de mise en œuvre du FRPS pour un gain qui ne nous apparaissait pas à ce moment-là le justifier. Est-ce que le fait d'avoir des enveloppes et des cantonnements récents est un facteur favorable dans un environnement où finalement on a peu de stocks et pas mal de collectes, donc des stocks en général qui étaient placés sur des taux faibles et de la collecte qui est passée sur des taux plus élevés, il y a un effet relatif important? Il va y avoir un effet favorable, incontestablement, à cette situation. Nous, pour notre part, on a cantonné au 1er janvier. Donc, évidemment, dans le contexte de taux actuel, c'est favorable. OK. Les frais. Le ministre est très attaché aux frais. Il a demandé de faire des reportings, des papiers dans tous les sens. Nous montrons que finalement, la France était en avance sur la value for money. C'est un vrai sujet pour le... C'est un vrai sujet. Et on que partager l'attention à ce sujet, parce que c'est tout ce qui va grignoter la performance, surtout dans la durée, a une importance. Donc c'est pour ça que nous, dans notre ADN mutualiste et de société à mission, qui est un point de différenciation d'ailleurs qu'on a pu ajouter tout à l'heure, proposer des produits compétitifs pour les adhérents est un vrai point d'attention. Les frais, ça perd. Les documents, il faut les produire, donc c'est pas fun. Les clients, ils sont très vigilants. Alors, la transparence, c'est important. Le niveau de frais, bien évidemment, également. Donc, nous y sommes également vigilants avec nos distributeurs. Par contre, je vous rejoins, il faut faire... on a un peu une tendance française à accumuler des liasses de documents, même s'ils sont digitaux maintenant, souvent. Et ça, je pense, ne facilite pas la compréhension, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Dernier point, si on regarde dans plein de placements, on dit qu'il faut diversifier. Quand on dit les SCPI, il ne faut pas acheter une SCPI, il faut acheter plusieurs SCPI. Contrat d'assurance vie, on dit, mais enfin, on peut avoir un contrat par objectif, etc. Est-ce qu'il faut diversifier ces périns? Alors, d'une manière générale, je ne suis pas très favorable à la complexité. Je trouve que la simplicité a du bon, a du charme. Donc, aller multiplier, pour le plaisir de multiplier ces contrats d'assurance vie ou ces périns, ça me paraît pas forcément la stratégie la plus pertinente. Cela étant dit, pour un distributeur, avoir plus d'un périn à proposer peut être, en fonction de sa situation, de sa collecte, de son niveau de collecte, etc. Parce qu'il faut quand même un niveau de collecte minimal sur un support pour pouvoir avoir la gestion performante qu'on en attend derrière, Donc il faut quand même des volumes minimaux. Mais ça peut faire du sens pour un distributeur d'avoir plus d'un PER. Pour un client, très franchement, je ne sais pas, à titre personnel, j'aime bien avoir des choses plutôt simples. Nicolas, votre sentiment? Effectivement, on peut prendre la question sous les deux angles. Plusieurs PER pour un distributeur, oui, évidemment. Et on voit d'ailleurs que le marché du deuxième, voire du troisième PER s'est ouvert pour tous les besoins de personnalisation et de différenciation qu'on évoquait. À titre personnel, je pense qu'effectivement, on peut avoir plusieurs PER, alors sans perdre effectivement à l'excès en simplicité, mais par exemple avoir un PER pour le dédié à une sortie en rente, ça peut être tout à fait adapté. Avoir un PER pour ne pas y toucher, c'est un peu paradoxal. Et encore faut-il effectivement avoir les moyens de cela. En termes fiscaux, ça peut être intéressant. Donc ça, c'est le PER dans sa version contribution à la succession et la transmission. Tout de suite, on continue notre émission puisque, Frédéric, on parlait d'inflation et de placements qui protègent contre l'inflation, notamment dans des actifs long terme. Tout de suite à l'affiche et on parle non cotés.